Après avoir vu certaines réactions démesurées après le Super Bowl, je me suis dit que cette vidéo était absolument nécessaire. Comment utiliser la culture pour vendre un produit? Et pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur, selon moi, les personnalités qui ont réussi à le faire de manière incroyable. Les personnes qui ont maîtrisé vraiment à la perfection cet art-là, et il s'agit de Jay-Z et Kendrick Lamar. Alors, disclaimer, dans cette vidéo, et en particulier sur cette chaîne, il n'y aura pas de OVO Chris, il n'y aura pas de critiques, de blagues, etc., etc. Non, on va essayer de rester sérieux. L'idée, c'est de pouvoir vous diffuser un maximum de connaissances sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le marketing, sur la créateur économie et sur le business de la musique. C'est vraiment les sujets de cette chaîne, d'accord? Donc, on va essayer de rester concentré. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors désolé, je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière sur cette chaîne, simplement parce que j'essaye de prendre de l'avance. Donc là j'ai cette vidéo, j'en fais une autre, comme ça vous en aurez vraiment tous les mercredis jusqu'à nouvel ordre, d'accord? Donc abonne-toi, like, commente, partage cette chaîne à des personnes qui sont intéressées par les sujets du business, de l'influence, d'accord? Donc je dis influence et les créateurs de contenu et tout le business qui est autour. Je vais parler aussi de vente, de personal branding bien sûr, dans sa globalité, de business de la musique, et on va aussi aller sur le business de la mode, d'accord? Donc cette chaîne c'est vraiment ça. Sans plus attendre, on y va. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle de culture, on parle de quoi exactement? Alors je pense qu'il est important de faire d'abord, c'est de reprendre la définition du dictionnaire. Alors la culture, c'est l'ensemble des connaissances, des croyances, des arts, des lois, des coutumes et des comportements d'un groupe ou d'une société transmis de génération en génération. Alors ça, c'est la définition qu'on connaît tous, mais les Américains l'ont un petit peu transformé. On va dire qu'ils y ont ajouté des éléments, et lorsqu'on parle aujourd'hui de culture, selon les contextes, on va parler de culture comme je viens de le définir, ou alors de culture comme je vais vous expliquer ici et que vous allez pouvoir comprendre pour la suite. Le terme culture est devenu aujourd'hui un petit peu fourre-tout, et il est surtout orienté sur la culture noire américaine. Alors, dans cette culture noire américaine, il y a bien sûr le hip-hop. Alors, comme tu le sais, le hip-hop est devenu très mainstream, c'est devenu la nouvelle pop, donc c'est la musique la plus écoutée dans le monde entier, donc forcément, il y a une dimension populaire, mainstream, ça fait partie de la communauté noire, donc déjà de base, c'est dans la culture, d'accord? Mais de cette culture hip-hop, en découle beaucoup de choses, d'accord? Il y a l'argot, il y a la danse, il y a les réseaux sociaux, tu vois, je t'ai parlé de danse et de réseaux sociaux, tu vois, par exemple, le dab. Le dab, c'est quelque chose qui s'est répandu, qu'on a vu absolument partout, ça vient d'Atlanta, de la communauté afro-américaine, et ça s'est diffusé comme ça via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un symptôme de la culture. Et ensuite, il y a une autre chose que les gens ignorent beaucoup en France et qui est important de rappeler, c'est que dans cette culture, tu as aussi les gens eux-mêmes, d'accord? C'est vrai que ça peut nous paraître bizarre à nous, Français, de se dire que dans la culture, on inclut les gens, mais chez les Afro-Américains, les Noirs américains, plus globalement, les gens sont la culture en elle-même, d'accord? Mais pas n'importe quelle personne. C'est là où la communauté noire va se rassembler massivement, d'accord? Pour échanger, pour travailler, et c'est les interactions qui vont être créées entre elles qu'on va considérer comme étant un point d'échange de la culture, d'accord? Par exemple, les barbershops, c'est clairement dans la culture. Les strip clubs aussi aux US, c'est la culture. En France, tu peux parler des quartiers ou encore des chichas, tu vois, et là, je fais un parallèle avec le débat qu'Alonso a initié il y a quelques temps. Frérot, je fais du rap de chicha. Les chichas, en France, ça fait partie de la culture, c'est-à-dire que c'est dans ces lieux-là qu'on sait si un morceau rap fonctionne vraiment, d'accord? Si le morceau marche auprès d'un public populaire de la communauté. Au même titre qu'à Atlanta, c'est les strip clubs, d'accord? À l'époque, Migos allait dans les strip clubs, ils payaient d'ailleurs les DJ pour passer leurs morceaux, et si les strippeuses et les gens vibaient bien sur leur musique, ça voulait dire que la culture est réactive et que potentiellement, ils ont un hit, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que vraiment les lieux de rendez-vous, c'est aussi la culture. Et donc cette culture noire est probablement la plus influente, du moins l'une des plus influentes dans le monde. Tu vois, lorsque tu regardes toutes les célébrités qui en ressortent, je peux te citer Michael Jackson directement, mais même actuellement, tu vas avoir Beyoncé, Drake, LeBron James, Kendrick Lamar, Jay-Z, Michael Jordan. Bref, toutes ces personnes-là sont au cœur de la culture. Alors, comme tu peux le voir, la culture, c'est quelque chose de très large. Et l'une des particularités de cette culture, ok, au sens moderne du terme, c'est qu'elle fait vendre. Logique,
parce qu'elle est cool. Et c'est d'ailleurs pour ça que les rappeurs sont les clients des marques. Alors quand je dis les clients, c'est à la fois en tant que consommateur, mais aussi en tant que partenaire. Depuis le début du hip-hop, le partenariat marque-rappeur fonctionne extrêmement bien. Tu regardes les Run DMC à la fin des années 80, à aujourd'hui avec Pharrell Williams et Louis Vuitton, en passant par Kanye West avec Yeezy, Adidas, ou encore Soulja Boy avec le iPhone, parce que oui, Soulja Boy est le premier rappeur à avoir fait de la pub iPhone. The first rapper with the iPhone. It was Wait, Crank That video shoot 2007. Steve Jobs and the Apple team came to it. I was in a swimming pool doing instruction to dance, showing the people how to do the dance. We was on set of the Crank That video. They came, they brought me the iPhone. They said Steve Jobs himself Steve came. Jobs and Apple, the whole team said this the first iPhone. Ouais, le hip-hop a toujours été un excellent vaisseau pour vendre un produit. Et l'une des personnes qui représente aujourd'hui le mieux la culture, c'est Kendrick Lamar. I'm what the culture feeling. Alors avant de revenir sur Kendrick, il y a juste un point sur lequel je tiens absolument à revenir, c'est la dimension croyance dans la culture. Alors pour moi, la croyance, c'est probablement l'un des éléments les plus puissants dans la culture. Non, en fait, c'est le plus puissant selon moi. Alors pourquoi c'est selon moi l'élément le plus puissant? C'est parce que c'est des choses qu'on va te distiller dans l'enfance qui vont être très fortes, tu vois, par exemple la religion, ton histoire, ce genre de choses-là. Ça arrive très souvent dans la période de socialisation, donc entre 0 et 6 ans, donc la période où tu es en train de te construire, trouver tes repères, d'accord? Et c'est dans cette période-là qu'on va te dire exactement ce à quoi tu dois croire. Donc lorsque tu les as en toi, c'est quelque chose qui probablement va rester jusqu'à la fin de tes jours. Et si tu as quelqu'un en face de toi qui sait manipuler cette dimension de la culture, donc la croyance, de façon très habile, il est capable de te manipuler, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui vont jusqu'à même se suicider par croyance, d'accord? Et alors, comment on réussit à te mettre ces croyances dans la tête? C'est grâce aux histoires, grâce au storytelling. Le storytelling, c'est un concept international. Ça marche absolument dans toutes les sociétés et ça a toujours été un excellent moyen de pouvoir diffuser des idées, des valeurs, un paradigme à une communauté. Cette vidéo devient un peu sociétale, mais c'est nécessaire, d'accord? Et à travers ces histoires-là, tu as donc des émotions fortes qui vont en ressortir. La joie, la haine, la peur, bref, tous ces éléments-là. Et ces éléments-là, tu vas les avoir de ton histoire, d'accord? Si par exemple, tu es un homme noir américain et du coup, on t'apprend ton histoire et que tu commences à intégrer l'esclavage, Jim Crow, etc., etc., et ben c'est des choses très dures que tu intègres en toi et tu vas construire ton identité sur ça, d'accord? Donc c'est des choses qui sont fortes. Tu les as peut-être pas vécues toi-même, mais tu sais que ça fait partie de ton identité et que ça a un impact encore aujourd'hui aux États-Unis. Donc, revenons maintenant à Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, comme je l'ai dit, c'est entre guillemets le représentant de la culture. Il le dit lui-même, I'm what the culture feeling. Alors, je suis ce que la culture ressent. Alors, ce côté culture, il l'a fait merveilleusement bien durant toute sa carrière. Je pense à un album comme To Pimp a Butterfly qui m'a beaucoup marqué, mais aussi avec Damn, Mr. Morale and Big Steppers. Tout ça, c'est des albums culture, mais lui, il est deep culture. Alors, comme je l'ai dit, le hip-hop, globalement, est culture, mais lui, il va vraiment reprendre toute la culture noire américaine qui va, entre guillemets, célébrer dans sa musique. Donc lui, c'est encore une autre dimension. Et c'est justement en incarnant cette personne-là qu'il a réussi à battre Drake dans un clash parce qu'il a joué justement sur cette dimension-là. Comme je l'ai dit, à moi de culture feeling. Donc je suis ce que la culture ressent. Il a clairement mis une barrière nette entre Drake et lui. Lui, il représente tout ce qui est authentique, toute l'histoire afro-américaine. Il a challenge, il en parle, tu vois. Donc il est cette personne-là. Et de l'autre côté, Drake représente ce culture vulture. Donc cette personne de l'extérieur qui vient picorer, qui vient prendre la culture afro-américaine pour l'exploiter. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent dans l'histoire afro-américaine, des personnes extérieures qui vont venir pour exploiter cette culture-là, faire des millions et des millions et ensuite se barrer. Et en fait, en jouant sur cette opposition-là, il a réussi à justement embarquer des millions de gens avec lui pour justement remporter ce clash-là. You are not like us, tu vois. Bien que Drake soit un afro-américain, bien que son père soit depuis plusieurs décennies dans la musique, que son oncle ait été très influent dans la soul music, il a quand même réussi à créer cette opposition-là, en lui disant tu es de l'extérieur, tu n'es pas avec nous, et ça a fonctionné. Donc voilà, c'est pour te dire que la culture, c'est quelque chose qui a été aussi puissant dans le battle, et c'est très intéressant de voir comment Kendrick s'en est servi. Et donc il s'en est servi dans le clash contre Drake, et bien entendu, dans le Super Bowl, et il l'a fait merveilleusement bien. Alors ici, on va pas faire un
un décryptage du Super Bowl, etc. C'est pas le sujet de la vidéo et on va pas revenir sur le clash avec Drake. Là, il s'agit de parler du message que Kendrick Lamar a essayé de communiquer via le Super Bowl. Alors, le message est simple, on va pas rentrer trop dans le détail, c'est en gros comment les Noirs américains se sont fait exploiter par les États-Unis, d'accord? Et donc, il a laissé plein de messages subliminaux pendant tout le show. Et donc, il va s'appuyer sur une réalité historique, des souffrances encore bien actuelles, des références culturelles dures que les Américains partagent, en particulier donc les Noirs américains, afin de susciter des émotions fortes. Tristesse, joie, colère, inspiration, motivation, rire. Voilà, c'est exactement ce qu'il a réussi à faire en s'appuyant donc sur la culture et donc la dimension croyance, histoire, que les Noirs américains partagent et qu'il a réussi à raconter tout au long de sa performance au Super Bowl. Et le fait qu'il ait réussi à raconter comme ça, même si le show était plus simple, eh ben, il a eu un grand retentissement justement parce qu'il a joué sur cette dimension culture. Alors bien sûr, les gens voulaient voir aussi le Super Bowl parce qu'on voulait voir s'il allait vraiment jouer Not Like Us, mais en dehors de ça, il y a eu aussi un vrai succès intrinsèque à sa performance et c'est lié au fait qu'il a raconté une histoire forte autour de laquelle beaucoup de gens, en l'occurrence ici des Afro-Américains, se reconnaissent. Et comme vous avez pu le voir, il y a des gens qui n'ont aussi pas apprécié le show. Et il y a par exemple Mark Wahlberg, l'acteur. Et donc il a fait savoir qu'il aimait pas le show et tout de suite ça a été un shitstorm pour lui, les gens lui sont tombés dessus. Et ça a clairement été ça pour les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé le show. Parce que comment les supporters de Kendrick Lamar réagissaient lorsque les gens disaient qu'ils n'aimaient pas le show? Et ben ils disaient ouais mais tu n'as pas compris. Parce que si tu comprenais, en gros tu apprécierais. Et inconsciemment c'est de dire si tu comprends, tu sais que c'est ma souffrance, tu sais que c'est mon histoire, tu sais que c'est important, donc tu apprécierais. Là tu n'apprécies pas parce que tu ne comprends pas. Donc c'est en gros ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que ça a créé un clivage assez important sur les réseaux sociaux. Donc tu as d'un côté des gens qui vivent le truc, qui l'ont ressenti dans leur chair, qui ont vécu des émotions fortes parce qu'on a raconté leur histoire en quelque sorte, d'accord? On a mis en lumière des souffrances qui vivent, tu vois, ou que leurs ancêtres ont vécu en quelque sorte. Et de l'autre côté, tu as des personnes qui sont moins sensibles à ça, et ça peut être aussi des noirs, et des personnes qui simplement ne comprennent pas et qui voulaient juste regarder un show divertissant comme ils ont pu regarder le show de Shakira avec J-Lo, tu vois. Donc c'est là où les gens ne se comprennent pas. C'est pour ça que les fans de Kendrick Lamar parfois étaient très agressifs. Dans tous les cas, le résultat commercial de l'opération a été un véritable carton pour Kendrick Lamar. Autre chose importante à préciser ici, je suis pas en train de dire que Kendrick Lamar utilise la culture uniquement pour vendre. Ça fait vraiment partie de lui, d'accord? Prendre la direction qu'il a prise, c'est quelque chose d'hyper couillu dans les années 2010, d'accord? Donc il le fait vraiment, à mon avis, parce qu'il le ressent, d'accord? Et aussi, effectivement, il a conscience que de jouer cette carte-là, ça fait vendre. Parce qu'il faut pas oublier que PG Lang, c'est pas une association, c'est une entreprise qui est là pour faire des profits. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le jour qui a suivi la sortie du Super Bowl, tu as eu quelques articles dans des médias tels que Variety qui disaient Kendrick Lamar, GNX Vinyl, where to buy? Où est-ce que tu peux acheter le vinyle? Tu as eu ça aussi sur Rolling Stone. Et miser sur la culture, c'est aussi miser sur le soutien de la communauté. Donc les gens ne vont pas simplement consommer le produit parce qu'ils l'aiment, mais c'est aussi parce qu'ils veulent te soutenir. C'est parce qu'ils veulent t'aider à aller d'un point A à un point B. Et Jay-Z l'a très bien compris. Alors là, on va parler de Jay. Alors pour moi, parfois, Jay-Z a été un petit peu sournois dans la manière dont il a utilisé la culture, mais ce n'est pas le sujet ici. C'est de comprendre comment il s'en est servi dans sa carrière. Certains des plus gros deals que Jay-Z a mis en place, c'était grâce à la culture. Alors quand je dis la culture, là je parle pas simplement de la culture hip-hop. Donc par exemple, il fait Rocawear, donc une marque de sap hip-hop, donc forcément les gens fans de hip-hop achètent. Non, là je parle vraiment de la dimension communauté. Comment il s'est servi de la communauté des gens, comme je te l'ai expliqué un peu plus tôt, pour vendre un produit. Et ça il l'a fait notamment avec Tidal. Alors les gens ne se rappellent plus, mais lorsqu'il a lancé Tidal, c'était vraiment une dinguerie. Alors l'idée de base c'était de redonner le pouvoir aux artistes. Ce qui n'est pas faux, hein, foncièrement, c'est la plateforme qui reverse le plus gros pourcentage aux artistes. Il a aussi joué sur la valeur de l'indépendance, le fait que les artistes eux-mêmes prennent le contrôle de l'industrie, et toutes ces valeurs d'indépendance et de prendre le contrôle de son avenir, c'est des valeurs qui sont intrinsèques au hip-hop. Lorsque tu regardes l'histoire des artistes, c'est la plupart du temps des artistes qui ont été exploités par leur label, et il y a eu beaucoup d'artistes qui, à un moment donné, ont décidé de reprendre
le pouvoir et de contrôler leur carrière de A à Z. Et je pense notamment à Master P, Birdman, même Rockefeller, dans une certaine mesure. C'est des artistes ou des businessmen qui ont repris le contrôle ou qui ont pris simplement le contrôle dès le début de leur carrière. Donc Jay-Z, en parlant de cette manière-là, il sait que son public, qui est donc fan de hip-hop et qui partage ces valeurs-là, va être réceptif, mais aussi, plus globalement, on va dire, les fans de hip-hop, tu vois. Donc quand tu es fan de hip-hop et que tu connais ces valeurs-là, forcément, ça te parle. Et d'ailleurs, Jay-Z était très proche de Prince, et Prince, c'était exactement la même chose. Il représentait cette indépendance. Et d'ailleurs, à ma connaissance, le premier artiste à vraiment avoir mis l'indépendance au centre de tout. For him to come, he came to me. I didn't even have the nerve to call him and say, like, he came to me and said, I know what you're doing. I'm going to give you all of my work. Like a person who fought for their work their whole entire life to come to your office and say, I know what you're doing here. It was a really deep thing for me. Et donc Jay-Z a fait en sorte d'avoir un maximum d'utilisateurs sur le service. On l'a exploité. Moi-même, je suis encore chez Tidal. C'est un très bon service. Vraiment là-dessus, il n'y a pas de problème, hein, d'accord. Même si je suis aussi chez Spotify, d'accord. Mais en fait, Jay-Z, il a simplement fait du business. Et donc, il a revendu Tidal à Square, qui appartient à Jack Dorsey, l'ancien fondateur de Twitter, pour 350 millions de dollars, sachant qu'il l'a acheté pour 56 millions de dollars, donc il a fait un x5. Finalement, c'est que du business, hein. Et il l'a refait avec le Super Bowl. Et pour le Super Bowl, c'est pareil. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jay-Z est en charge du halftime show du Super Bowl, d'accord? Et comment il a réussi à mettre la main dessus? En 2016, Colin Kaepernick, donc c'est un joueur de football américain, refuse de se lever pendant l'hymne national pour protester contre le traitement des Afro-Américains et des minorités aux US. Par la suite, il y a eu Black Lives Matter en 2020 et la NFL se trouvait en mauvaise posture. La structure a dû faire appel à une personne crédible qui puisse redorer le blason de l'organisation et Jay-Z s'est positionné comme étant cette personne. Et donc il a fait un deal avec la NFL, donc il va prendre en charge le halftime show du Super Bowl et il est censé avoir mis en place des partenariats avec des associations pour aider les minorités aux US. Pour cette deuxième partie, je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, c'est comme ça que le deal a été mis en place, sachant qu'il avait demandé à Travis Scott de ne pas faire le Super Bowl, et il a réussi à convaincre Jermaine Dupri de ne pas le faire. Donc voilà. I think we've passed kneeling. I think it's time to go into actionable items. Et donc il s'est servi de la culture auprès du public, d'accord, notamment avec Tidal, mais aussi auprès de la NFL pour obtenir ce qu'il veut. Mais dans tous les cas, que ce soit Kendrick Lamar ou Jay-Z, ce sont des businessmen, des entrepreneurs, des entertainers. Donc ils sont là clairement pour vendre leur art, leur divertissement, pour nous faire kiffer pendant un moment, d'accord, pour nous générer du plaisir. Mais de base, ce ne sont pas des politiciens, ils ne sont pas là pour créer un changement dans la société américaine et même plus globalement occidentale, d'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête parce que le pouvoir de la culture peut nous faire croire que ces personnalités-là, qui sont en réalité des businessmen, sont là pour autre chose que du business. Alors oui, bien sûr, ici et là, ils peuvent mener des actions caritatives, associatives pour aider les gens, mais leur activité principale, c'est de vendre un divertissement et nous pousser à la réflexion. Voilà. Il y a des fois, ça peut nous pousser à la réflexion, à la motivation, nous emmener dans une direction plutôt qu'une autre, mais il ne faut pas perdre le nord, c'est-à-dire des fois les gens se font avoir par cette notion de culture et pensent que Kendrick Lamar c'est plus qu'un artiste, c'est un messiah ou autre chose ou un activiste. Non, c'est quelqu'un qui a sûrement de bonnes valeurs, mais ce n'est pas un activiste. D'accord? C'est important de le garder en tête, au même titre que Jay-Z et au même titre que n'importe quel entertainer. Alors, comment tu peux utiliser la culture, toi, dans ton cas précis? Alors, ça va être pour avoir un ciblage extrêmement précis, il faut viser une niche, non seulement les comprendre, mais être en mesure d'aller les toucher émotionnellement en abordant des sujets qui font débat dans l'histoire de cette communauté. Par exemple, tu fais des produits de beauté, tu parles des cheveux des femmes noires et de l'histoire qu'il y a derrière, d'accord? C'est quelque chose de très fort et qui va parler automatiquement à toutes les femmes noires. Du moins, pratiquement toutes. Ou encore, pour sortir de la communauté noire, tu fais une marque de vêtements française, et bien tu vas t'appuyer sur le savoir-faire français, mettre en avant le savoir-faire local, justifier le prix grâce à ça, ok? Tout est fait localement à tel endroit précis où il y a cette expertise qu'on retrouve pas ailleurs. Donc si tu veux soutenir cette expertise-là, eh bien il faut que tu l'achètes à ce prix-là, d'accord? Donc les gens vont ensuite acheter le produit en comprenant la valeur ajoutée que tu apportes avec ton produit. Et puis derrière, tu as l'image de marque que tu vas pouvoir créer
créer le storytelling. Bref, je pense t'avoir donné suffisamment d'éléments. Alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que je t'ai donné suffisamment de valeur. Alors n'oublie pas de liker, commenter, partager à des personnes qui sont intéressées par le sujet. Pas toute la terre, hein. Ici on est vraiment entre nous. Oh, et puis dernière chose, allez me suivre sur LinkedIn, ok? Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Là-bas je fais des posts d'entrepreneurs de choc, d'accord? Donc allez me suivre là-bas et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Les premiers je les accepte et après j'arrête d'accepter les gens, hein, d'accord? Parce qu'il y en aura beaucoup, je le sais. Donc voilà, je vous le dis à vous maintenant, étant donné qu'il n'y a pas tellement de monde. Ok, donc allez-y dès maintenant et j'en sélectionne quelques-uns. Voilà, c'est tout. Et pour les personnes qui sont intéressées par les accompagnements, Iconic Programme et tout le reste, il y a un lien dans la description. Tu y vas, tu cliques, tu envoies tes questions, tu nous expliques ton projet et nous, on va faire de notre mieux pour t'orienter, d'accord? On a un accompagnement qui est vraiment cool. On en reparle là-bas, d'accord? Alors, c'était Chris d'Iconic pour te servir. On se dit à très vite, à la semaine prochaine, à mercredi même, je devrais dire. Cheers!